La force du leadership inclusif ne réside pas dans des politiques qui sont affichées en entreprise, dans les programmes RH, mais c'est cette capacité en fait courageuse de tout un chacun d'écouter ce qu'on ne connaît pas, d'ouvrir la porte à ceux qui n'avaient pas la clé, tout simplement. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Une semaine sur deux, même pendant l'été, c'est Women in Tech dans le podcast AWS en français. Merci de nous être fidèles. J'espère que vous pouvez nous prendre avec vous en vacances, si vous avez l'occasion de partir en vacances, de nous emporter dans vos applications de podcast favorites et surtout de parler de ce podcast AWS en français à vos amis, à vos collègues pour faire grandir la communauté. Pendant l'été, nous rediffusons dans le contexte Women in Tech des tables rondes qui s'étaient déroulées lors du Summit AWS à Paris. C'était le 9 avril au Palais des Congrès cette année. Dans la table ronde que je vous propose de découvrir cette semaine, on parle de la force du leadership inclusif. Une table ronde animée par Esther Ribaud, que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Elle est executive coach, fondatrice Women Leadership et Résilience, qui reçoit deux invités. Un homme, Julien Lépine, que vous avez aussi déjà entendu dans ce podcast, Solution Architect chez AWS, directeur des Solution Architects, et Kaina Idiri, qui est Business Development et Strategic Alliance Lead chez Claranet. Je vous laisse écouter ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette session qui va traiter de la force du leadership inclusif. Avant de commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Esther Ribaud, je suis executive coach et je suis également la fondatrice d'un cercle Women Leadership et Résilience qui accompagne les entreprises dans le développement des cultures plus inclusives, plus authentiques, en faisant justement de l'authenticité et de la vulnérabilité des leviers forts pour accélérer la diversité. Alors, peut-être avant de vous présenter nos intervenants pour cette table ronde, j'avais envie de démarrer en vous posant 3 questions. Est-ce que vous avez déjà hésité à prendre la parole en réunion par peur d'être jugé trop émotif ou trop émotive ou trop pas comme il faut ? Ou alors avez-vous déjà renoncé peut-être à demander une promotion parce que vous n'arriviez pas à vous projeter dans votre leadership team ? Ou peut-être que vous avez déjà entendu une remarque sexiste ou un peu déplacée dans les couloirs, mais que vous avez préféré détourner le regard pour ne pas faire trop de vagues. Alors si j'en parle, c'est parce que quand on parle en fait de leadership inclusif, ça commence d'abord par soi. C'est un choix, c'est un engagement. Et ces scènes que je viens de vous relater, elles sont pas rares, je pense que vous les connaissez. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on a choisi aujourd'hui de vous parler de cette capacité à pouvoir être dans une posture qui favorise l'inclusion, une posture qui favorise la diversité. Et aujourd'hui, vous allez entendre 2 voix singulières, 2 manières d'habiter l'inclusion autrement, 2 façons d'incarner le leadership qui n'exclut pas, qui masque pas, qui ne standardise pas. Et peut-être qu'à travers les témoignages que vous allez entendre, vous entendrez un peu mieux votre propre témoignage, votre propre vie. Alors, j'ai envie de vous demander de m'aider à remercier ces 2 personnes, ces 2 formidables leaders qui sont présents avec nous aujourd'hui. Kaina Idiri, qui est business developer chez Claranet, et Julien Lépine, qui est directeur Solution Architect AWS. Alors, ce que vous allez entendre au travers de cette table ronde, ce sera 3 choses. Vous allez entendre les fondements de la construction personnelle, mais aussi professionnelle de ces leaders. Vous allez comprendre en fait les perspectives sur la création d'environnements de travail plus inclusifs. Mais surtout, vous allez repartir avec les meilleures pratiques. Comment faire pour augmenter significativement l'engagement des équipes, vos équipes, et leur performance globale. Alors voilà, l'introduction elle est faite. Ce que je veux vous demander maintenant, parce qu'on va plonger quand même dans la vie de ces 2 différentes personnes, c'est de faire silence, pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous, pour capter le maximum de leur sagesse, le maximum de leur perspective. Sagesse, c'est un bien grand mot. Alors, je voulais juste en profiter. On Oui. devait
3 speakers. Exact. Anne-Claire a eu un problème personnel et donc ne peut pas venir. Donc elle s'en excuse et c'était vraiment une urgence. Elle nous a contacté ce matin pour dire qu'elle ne pouvait pas. Donc effectivement, voilà, on pensait à C'est Anne-Claire vrai. qui ne peut pas être là mais qui aurait bien aimé être là. Exact. Merci en tout cas de le signifier. Alors je vais commencer par toi, Julien, si tu es d'accord. J'ai le choix. Alors Julien, toi tu es l'une de ces rares voix qui osent se lever dans les organisations pour dire ce que beaucoup pensent tout bas, que la performance n'a de sens que si elle respecte l'humain, que l'inclusion n'est pas un projet RH, mais plutôt un engagement personnel. Tu es né à Nancy. Non, à Poitiers, moi. Dans le Poitou. Tu es né à Poitiers. Ingénieur de formation. Ouais. Diplômé de l'INSA Lyon. Non. T'as pris les mauvaises notes sur ce C'est truc-là. vrai. Ouais. Non, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais dans le sud de Paris. Qui est Alors, l'école n'existe plus, elle s'appelait la FIFO, maintenant c'est Polytech Paris Sud. Elle a changé Polytech. 4 fois de nom entre-temps, mais maintenant c'est Polytech Paris Sud. Polytech Paris Sud. Ok. Alors c'est quand même deux mondes, deux grammaires, parce que du coup, tu as à la fois en fait ce diplôme d'ingénieur et tu as aussi cette construction qui s'est faite quand même à Poitiers. On reviendra là-dessus. Je sais pourquoi. Non, t'as copié la note d'Alexandre Alexandre. Pinel, que tu as interviewé, qui sera dans le panel juste après moi, qui a fait l'INSA de Lyon, et qui est un très bon collègue, et d'ailleurs avec lequel je travaille beaucoup, et qui est hyper inclus, enfin qui est hyper... Qui est dans l'inclusion aussi. qui est dans l'inclusion à fond. Voilà. Alors toi, chez AWS, en fait, tu as un rôle stratégique, puisque tu interviens au cœur de la transformation numérique des entreprises. Depuis 12 ans, au sein du groupe Amazon, tu as gravi les échelons en gardant un ancrage assez fort, rester proche du terrain, comprendre profondément les clients et ne jamais te déconnecter de l'impact réel des décisions que tu contribues à prendre. Mais ce qui m'a frappé, en fait, quand on préparait cet entretien, c'était plutôt ton courage intérieur. Parce que dans un univers technologique encore un peu dominé par les modèles de leadership compétitifs, virils, toi, tu incarnes une autre voie, celle de la lucidité émotionnelle, de l'authenticité sans posture et puis de l'engagement. Tu es un homme blanc, c'est visible. Oui. Diplômé dans un secteur qui ouvre plus de portes qu'il n'en ferme. Et tu es l'un des rares, en fait, à le reconnaître comme étant un privilège particulier. Et loin d'en faire un tabou, tu en fais quelque chose comme une responsabilité. Tu me dis, c'est une conscience qui te pousse à t'interroger constamment, à interroger les autres et à créer de l'espace pour celles et ceux qu'on n'attend pas. Tu portes pas de badge diversité, en fait tu portes un regard, une attention, un questionnement permanent sur tes recrutements, sur tes actes, sur tes mots, pour créer encore une fois un peu plus d'espace. Mais tu es aussi papa. Et c'est central dans ton leadership, tu es papa de 2 garçons, tu parles avec justesse de la charge mentale des parents, de la tendresse masculine, du besoin d'avoir des rôles modèles équilibrés. Tu me dis que, en fait, ton épanouissement ne se joue pas seulement dans tes résultats professionnels, mais dans ta manière à être présent chez toi à la maison, dans la façon dont tu inspires tes enfants. En gros, en vrai, tu m'as dit que c'était dur, en fait. Ouais. Tu parles aussi du stress chronique dans les entreprises dans lesquelles on évolue, de la fatigue de devoir tout le temps performer, du besoin de ralentir pour penser juste, de l'importance d'être à l'écoute. Et tu fais tout cela en restant toi, exigeant, aligné avec tes objectifs personnels. Et c'est ça, en fait, qui fait ta singularité. Tu choisis pas entre performance et humanité. En fait, tu les conjugues. Alors, merci d'être là. Merci de m'avoir convié. Comment ça résonne en toi, cette présentation ? Alors, il y a effectivement, j'essaye de me poser les questions et je me pose souvent la question, c'est une question que souvent on se pose pas, mais est-ce que je suis là parce que je suis qui je suis ? Est-ce que je suis effectivement un homme blanc d'une 40aine d'années qui a eu un cursus assez direct en informatique ? Plein de chance finalement autour de ma carrière, j'ai des portes qui se sont ouvertes. Même mon poste chez Amazon, finalement, je l'ai eu parce que j'avais des mots-clés qui étaient les bons mots-clés dans une page LinkedIn. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas beaucoup travaillé pour être effectivement là où je suis, mais j'ai beaucoup de chance dans les éléments où je suis. Et alors, j'aime pas beaucoup qu'on parle de moi. Donc,
On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et on a fait d'ailleurs l'année dernière et il y a 2 ans une session sur le syndrome de l'imposteur et comment faire une force. Et souvent on parle du syndrome de l'imposteur au niveau des femmes. En disant les femmes, quand elles sont dans un rôle, elles ont un syndrome de l'imposteur. Là, je pense que tout le monde le ressent, un espèce de truc là pendant tout le temps où tu parlais là, qui descend bien profond. Et vous vous dites, mais bordel, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on me permet d'être là? Et donc ce syndrome-là, en fait, je l'ai, pas tout le temps, heureusement, il y a des moments où j'ai quand même l'impression de savoir ce que je fais. Mais effectivement, ce questionnement de se dire, effectivement, est-ce que j'ai vraiment ma place là où je suis? C'est une question que je me pose souvent. Ouais. Et le deuxième, c'est par contre, effectivement, avoir conscience du fait que j'ai été privilégié. Pas parce que j'ai fait grand-chose, juste parce que je suis. J'ai des parents qui ont eu la chance de rester ensemble, j'ai eu une éducation, j'ai habité au milieu de nulle part et il y a un pôle technologique qui s'est créé juste à côté qui m'a donné énormément d'opportunités. Et voilà, c'était pas un choix, j'ai pas eu à faire grand-chose, finalement beaucoup est arrivé. Et donc tu disais, cette conscience, j'ai trouvé finalement les mots de ce que c'était, c'est un concept qui s'appelle le pay it forward. Donc le principe, c'est de se dire, j'ai eu de la chance, j'en suis heureux. Je n'y suis pas grand-chose. J'ai énormément travaillé, j'en suis fier, parce que là, par contre, effectivement, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Et par contre, utiliser cette position pour ouvrir des portes, beaucoup plus qu'enfermer. Ce que tu disais sur notre métier, c'est vrai que c'est une vraie chance aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'essaye de m'investir le plus possible, en disant, voilà, ces chances, finalement, pas tout le monde ne les a eues, parce que chacun arrive avec son contexte personnel. Et donc, essayer de prendre un peu de temps. Finalement, la plupart du temps, c'est quand même juste du temps, finalement, déjà, c'est pas mal. Et essayer d'ouvrir ses portes. Et la première question, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, tu dis souvent que tu es très conscient de ces privilèges. À quel moment précis de ta vie, cette conscience, elle s'est imposée à toi, non pas, tu sais, comme une réflexion un peu plus théorique, mais comme une évidence, en fait? La chance d'entrer chez Amazon, je pense, ça a été vraiment un grand déclencheur. Alors, je me suis toujours posé des questions. J'ai eu la chance, alors même si j'ai eu un parcours qui était effectivement assez linéaire finalement, je veux dire, je pouvais le faire. Dans l'entreprise, avant d'être chez Amazon, j'avais quasiment un plan de carrière fixé sur les 5 à 10 ans qui venaient. Je pouvais quasiment dire exactement quelles étaient les étapes que je devais faire et qu'est-ce que je devais faire, à quel moment je devais quitter l'entreprise, vers quel type de structure je devais aller pour pouvoir faire ma prochaine étape. Et donc j'étais en train de mapper et j'étais dans ce modèle, il faut faire ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, je m'étais enfermé dans un modèle qui ne m'allait pas. En fait, je mettais plus d'1 heure à dormir tous les soirs, parce que j'avais un stress interne où j'avais l'impression de me noyer en me couchant le soir, ce qui c'est pas bien, hein. Vraiment pas bien du tout. En fait, j'étais au bord du burn-out, mais je le savais pas. Et finalement, parce que je m'étais vraiment mis dans un modèle, mis dans un moule, et on en avait parlé, dans mon entreprise avant Amazon, j'avais l'impression de mettre un costume quand j'allais au travail le matin. Un costume de théâtre, en fait. Je m'habillais le matin et j'étais une autre personne pour la journée. Je faisais ma journée, je m'amusais comme un fou, je faisais plein de trucs absolument géniaux. Mais le soir, effectivement, j'avais l'impression d'enlever ce costume. Alors, 2 impacts. Le premier, c'était très loin de ma maison, donc j'étais fatigué physiquement quand je rentrais. Et le deuxième, émotionnellement, en fait, j'étais vidé quand je rentrais. Et au moment où je suis rentré chez Amazon, j'ai eu mon premier enfant, aussi, une concomitance des différents événements. Et je me suis rendu compte que, voilà, finalement, un mot-clé sur un moteur de recherche à un moment m'a permis de m'ouvrir un monde d'opportunités que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. Je fais beaucoup de présentations dans des collèges. J'ai fait une présentation il y a 3 semaines dans un collège où une jeune femme dans le collège, en 3e, me dit mais par rapport à vos rêves quand vous étiez jeune, est-ce que, vous en êtes où par rapport à vos rêves de quand vous étiez jeune? Je m'étais jamais posé la question. En fait, je me suis rendu compte que j'étais nettement au-dessus des rêves que je pouvais imaginer. Pas parce que parce que je fais des trucs super, je vis très bien, je suis très content de la manière dont je vis, mais en fait parce qu'on m'avait jamais proposé d'avoir cette vision, de se dire qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Et donc cette conscience finalement de se dire en fait rien que prendre du temps, permettre aux personnes finalement d'ouvrir les yeux et de se dire il y a autre chose, on peut le faire différemment. Voilà, et quand je suis rentré chez Amazon, j'ai vu ce monde-là, en fait, que je n'avais même pas imaginé. Où finalement, mon plan hyper bien tracé sur les 5 à 10 prochaines années, en fait, il a volé en éclats en à peu près 4 secondes. Le lendemain, j'ai dormi comme un bébé, ce qui était très très bien. Et depuis, je dors très très bien aussi, donc ça c'est super. Sauf quand je dois me lever tôt le matin pour venir au summit, mais ça c'est pour des bonnes raisons. Et voilà, effectivement, se dire, ça s'est ouvert, ça a ouvert un nouveau monde pour moi, et donc passer ce temps pour essayer de faire comprendre
à tout le monde, dont les jeunes. Je fais effectivement des interventions en collège pour dire pensez différemment. Voilà, vous contraignez pas finalement à rentrer dans le moule qui est un moule social qui a été fait pour vous. Et je me rappelle quand on préparait cet entretien, tu me racontais le positionnement du futuroscope Voilà. dans ta vision en fait globale, comment le positionnement du futuroscope a complètement changé, ouvert. Moi, je faisais du vélo. Alors, si vous connaissez le Futuroscope, superbe parc d'attraction, mon premier employeur était la compagnie des Alpes utilise AWS, très bien. Mais effectivement, je faisais du vélo dans le champ dans lequel il y avait le Futuroscope. 80% du territoire de la commune dans lequel j'étais, c'était des champs. Et donc voilà, c'était un endroit, la diagonale du vide, on était au milieu. Voilà, il y avait pas grand-chose, plus grand monde. Et il y a quelqu'un qui se trouvait être qui était René Monory, qui était garagiste de son état à Loudun, et qui s'est dit c'est pas assez. En fait, il est devenu président du Sénat, quand même, une bonne croissance, le monsieur. Et il a décidé d'investir massivement dans la région et de créer ce parc du Futuroscope. Et autour du Futuroscope, plus que juste un parc d'attractions, il a créé le principe finalement d'un technopôle. Donc, il a appelé les pôles, enfin les télépôles. Donc il a créé un technopôle autour. Il y a plein de technologies qui sont venues s'installer, qui ont juste, pour la première fois de ma vie, effectivement révolutionné mon monde, en me disant ça, je ne connaissais pas du tout. Et finalement, il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai eu la chance de pouvoir courir dedans dans les premiers. Ouais. Et ça, j'imagine, ça a joué aussi un rôle dans ta carrière, en fait, quelque part, cette sensibilité à la technologie, cette sensibilité en fait à ces nouvelles technologies. On peut imaginer en tout cas que c'est resté dans ta vision et puis ça t'a ouvert de nouvelles portes. Alors, être un leader inclusif, c'est parfois, et je pense que tu l'as mentionné, c'est parfois se confronter quand même à ce qu'on incarne malgré soi. Est-ce que tu as déjà ressenti que ta simple présence, ta posture, empêchait certaines personnes de se sentir libres ou entendues ? Particulièrement, donc tu disais effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre Amazon en 2012. On était 10 en France, majoritairement masculin quand même à l'époque, je tiens à le dire. Depuis, ça a beaucoup changé. Mais donc effectivement, j'étais un doer, j'étais un builder, j'étais sur le terrain. Donc j'avais une relation avec l'ensemble des personnes. Et j'ai eu la chance, à travers mes expériences en France et à l'étranger, de devenir directeur. Et j'ai vu particulièrement, pourtant chez Amazon, qui est une entreprise ouverte, et pourtant moi ayant mis beaucoup d'énergie à l'ouverture, des changements de position de personnes par rapport à moi, ne serait-ce que de par mon titre. Puis après, je suis quand même 1m93, je fais un peu plus de 100 kilos. Il y a des fois, ne serait-ce que ma présence physique dans une salle et la manière dont je vais me mettre dans une chaise va avoir un impact sur la manière dont les personnes le ressentent. Et j'ai un de mes collègues qui m'a fait une remarque, ça devait être en 2014, comme quoi c'est des remarques qui marquent. Hein. Il m'a dit une phrase en 2014, d'ailleurs il me l'a dit de manière anonyme, mais je sais très bien qui c'est qui l'a dit, sur le fait que j'étais passionné par ce que je faisais, et que parfois ça pouvait être au détriment de mes clients. Alors, je suis solutions architect, mon boulot c'est de travailler avec les clients. Si je fais du boulot qui n'est pas bon pour mes clients, ça va pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était ma passion. J'étais complètement investi dans mon message. Et ouais, quand on fait 1m93, un peu plus de 100 kg, et qu'on a investi dans ce message, qu'on a une voix qui porte quand même particulièrement, en fait, ça, pour des personnes qui vont être peut-être un peu plus introverties, elles vont pas prendre la parole. Alors lui en fait me le disait sur l'impact client, et en fait moi je l'ai un peu pris en pleine tête déjà du premier coup, mais après je me suis effectivement posé beaucoup de questions sur ok, mais en fait comment est-ce que je peux m'assurer que je garde cette énergie, parce que c'est quand même mon moteur, et je suis toujours absolument passionné par ce que je fais, mais qu'en même temps j'ouvre encore une fois la porte aux autres pour leur dire j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, comment vous en pensez. Et j'ai eu la chance dans mes équipes d'avoir des personnes de profils absolument variés et d'origines absolument diverses et variées, donc des cultures différentes, des profils, des neuroatypies différents aussi. Et donc j'essaye, et je continue, c'est un chemin, je suis loin d'avoir fini, d'apprendre aussi à communiquer, à laisser la place aux personnes, d'où qu'elles viennent finalement. Ouais. En tout cas, c'est au travers de la communication que tu ouvres un peu plus d'espace pour aussi tenir compte des avis. J'essaye particulièrement à travers l'écoute. Ce qui est très dur parce que je vais avoir tendance à parler. Et une des petites phrases, je sais plus s'il y a plein de monde qui l'a dite, mais on écoute souvent pour répondre. Mais en fait, c'est beaucoup plus important d'écouter pour comprendre. Mais c'est beaucoup plus dur. Et je le vois souvent dans des meetings où quelqu'un dit quelque chose. Et là, je suis là, putain, j'ai envie de répondre.
vraiment là. Et en fait, non, se dire non, en fait, c'est bon, c'est pas ton moment. Pour l'instant, tu la fermes, t'écoutes, et puis tu parleras après. C'est dur. Ouais. C'est souvent complètement contre-intuitif. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on parlait des promotions, et souvent on est promu parce qu'on a été devant, parce qu'on a été visible, et on se dit, ouais, mais bon, si je suis derrière, et en fait, non. En fait, ma deuxième promotion a été beaucoup plus sur ma capacité à faire évoluer les autres que ma capacité à prendre du leadership directement. Le leadership par influence chez Amazon est particulièrement valorisé. Et donc ça a été une aide dedans, de se dire, en fait, c'est pas parce que moi j'étais là et je suis meilleur que tout le monde, et puis j'ai fait ça. Et plutôt, en fait, non, j'ai été là, et en fait, de par ma présence, j'ai créé des connexions. J'ai permis à des personnes de faire des choses. Et je leur ai permis de s'évoluer. Et c'était pas, je leur ai pas demandé de feedback, je leur ai pas demandé de rétribution derrière. Voilà. Et en fait, ça, essayer de montrer qu'on peut le faire au sein des équipes, c'est souvent difficile, et malheureusement, c'est souvent les profils féminins. On appelle les profils glu. C'est des profils qui vont pas nécessairement être les profils qui sont au devant de la scène au quotidien, mais par contre, c'est les profils, quand on va leur en parler, ou qu'on essaye de chercher du feedback, ah oui, bien sûr, elle était sur ce projet-là, puis elle, bien sûr, elle était sur ce projet-là aussi, puis elle a fait ça. Et on se rend compte qu'en fait, ces personnes, elles sont dans 25 projets différents, qu'en fait, sans elles, la boîte, elle tourne pas, mais qu'en fait, personne ne les voit. Ouais. Parce qu'en fait, elles ont tendance à être derrière. Et donc, juste se dire, moi, mon rôle, en fait, c'est que ces personnes-là, Les profils. en fait, je mets la lumière dessus, finalement. Et parce que maintenant, tu dors bien comme un bébé. Là, maintenant, mes enfants, ils sont grands, donc c'est bon, je peux. Quand tu te couches le soir, qu'est-ce que tu te dis ? À quoi tu penses et qui te donne l'impression que ta journée, elle est gagnée, en fait ? C'est chaud. Elle n'était pas prévue, cette question. Elle n'était pas prévue. Déjà, le premier, c'est que j'essaye de faire le perso et le pro, et je me dis que je vais largement pas assez sur la maison. Donc il faut que je m'améliore beaucoup sur ma position domestique. Ça, c'est plutôt une pensée pour ma femme, où je dois beaucoup plus l'aider. Mais ça, c'est un travail sur le long terme, mais je travaille dessus, et donc ça, je vais essayer de le faire. Non, en fait, pour le coup, j'ai vraiment appris à célébrer les wins de mon équipe. Donc dès qu'il y a quelque chose où je vois que j'ai quelqu'un qui me dit merci, pas nécessairement parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que j'ai mis en contact, j'ai créé une opportunité de connexion pour quelqu'un de faire quelque chose, ça pour moi c'est les meilleures victoires. Voire même parfois ils me disent pas merci, parce que je leur demande pas de me dire merci, mais en fait je vois qu'en fait une action que j'ai fait peut-être il y a 1 an et demi, en fait elle arrive sur quelque chose où je vois quelqu'un qui juste s'éclate à faire son job. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'être manager. C'est en fait j'adore mon job. Le job de Solutions Architect, c'est mon job de rêve. Et ça, c'est une chance, c'est un privilège énorme quand même de se dire, j'ai un job qui est aussi une passion. C'est hyper dur parce qu'on a du mal à s'arrêter, mais c'est une vraie chance de pouvoir le faire. Et en fait, quand j'ai décidé de devenir manager, c'était pas pour être manager, je l'étais avant, c'était pas nécessairement ça, mais en fait, j'aime tellement ce job que je m'éclate plus à aider les autres à faire le job que j'aime faire, presque que de le faire moi-même. Et donc voilà, une journée gagnée, c'est quand j'ai réussi à montrer un aspect du job à quelqu'un où la personne me dit « Ah, mais c'est génial, en fait, on peut faire ça ». Si j'ai ça comme phrase dans la journée, je peux dormir super Tranquille. bien. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci. Merci. Alors, je propose de passer à toi, Kaïna. Kaïna, toi, tu es bien plus qu'une partenaire directeur dans un groupe de la tech. Mais tu es une femme profondément enracinée dans ses valeurs spirituelles et dans son époque. Une époque d'ailleurs qui cherche à réconcilier authenticité et performance. Tu es maman d'un petit garçon de 5 ans et tu cherches à comprendre les gens avant de les convaincre, tu m'as dit. Tu cherches à être une meilleure personne, non pas dans une course à la perfection, mais dans une quête d'alignement. D'ailleurs, c'est ta spiritualité qui te donne le recul pour accepter tes erreurs, tes failles, tes doutes. Et elle te rappelle que réussir ne suffit pas si on ne s'élève pas aussi humblement. Ton histoire commence dans un foyer où ta mère, courageuse, elle a choisi, en tout cas, de se sacrifier pour protéger ses filles. Et ce silence fondateur est devenu toi ton moteur. Tu veux faire entendre ta voix et celle des autres. Il y a un vrai besoin d'équité, d'éthique, de vérité, mais finalement qui irrigue ta façon d'être au travail. Tu oses parler de diversité, de genre, d'inégalité, avec à la fois du courage et de la douceur. Tu es connue d'ailleurs chez Claranet pour libérer la parole dans les réunions, dans les déjeuners, dans les déplacements,
mais toujours sans jamais provoquer, toujours en restant assez humble. Tu as une conviction, la performance n'est durable que lorsqu'on accepte l'autre dans sa différence, que la créativité ne surgit que dans un espace où on est vu, on est entendu, on est respecté. Et dans ce monde, d'ailleurs, encore façonné par des modèles masculins de leadership, tu as parfois, malheureusement, dû gommer ta sensibilité. Tu t'es retenu parfois d'exprimer tes avis par peur d'être jugé, catalogué, mais tu avances. Tu apprends à ne plus t'excuser d'être entière. Alors voilà, aujourd'hui, devant cette assemblée, tu viens pas pour parler de diversité, tu viens incarner une autre manière d'être puissante, une puissance qui est plutôt poreuse, vivante, sincère. Alors merci d'être là, merci de venir témoigner ce matin. Qu'est-ce que tu rajouterais du coup à cette présentation ? Alors, déjà très complète et très touchante. Et c'était pour moi important de ne pas être sur un discours lissé et gommé. C'est pour ça que j'ai accepté qu'on parle forcément de la vie personnelle et de ce qui est un driver au quotidien. Donc quand je me lève le matin, évidemment, ça va être toujours cette histoire où je repense à ma mère. Et donc pour être totalement transparente, aujourd'hui, je lui ai dit que je citerais son nom et qu'il faut que voilà, son sacrifice n'a pas été vain. Et que j'ai besoin de porter cette parole parce que je sais qu'il y a encore des femmes aujourd'hui qui se sacrifient pour le bien-être de leurs enfants, pour le bien-être d'une famille et qui finalement composent notre société. Et donc pour moi, c'était important que ça soit très personnel. Et alors, dans ton parcours, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un moment où tu as choisi de rester même dans des positions où c'est inconfortable pour essayer de faire bouger les lignes ? Alors, c'est pas des moments, je pense qu'en fait, je le ressens constamment. C'est-à-dire qu'on parlait du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'à tout moment de la journée, qu'importe à quel moment, et peut-être même, pour être honnête avec vous, en ce moment même, en fait, on se sent dans l'inconfort. Parce que ce qu'on va représenter, qu'est-ce que les autres vont en percevoir, qu'est-ce que finalement on va dégager comme image, est-ce que je suis vraiment légitime, mais en même temps, je pense que j'ai quelque chose à dire, et donc, il est constamment là, et je pense qu'il sera constamment là, mais je l'ai accepté. En fait, je lutte plus sur le fait de me poser des questions ou de dire le pourquoi. J'essaye d'y aller déjà un peu tête baissée parce que trop se poser de questions malheureusement peut tellement nous inhiber que finalement on peut se réveiller à 60 ans et dire j'aurais dû. Et donc je fais. Et si je me casse la gueule, je me casserai la gueule, je me relèverai. Mais pour moi il faut être dans cet inconfort. Parce que cet inconfort il va avoir deux vertus. Un, forcément on bouge les lignes pour le monde. Donc si on ne m'attendait pas, je vais dire que je suis là. Et donc forcément il faut l'incarner. Ça veut dire que c'est bien beau de parler mais il faut faire. Ouais. Mais c'est aussi pour soi-même. Et finalement, c'est de dire, je pense souvent que malheureusement, on n'en aura pas toujours la place, même si, et en effet, notre société a beaucoup évolué, il y a plein de personnes qui l'incarnent, et Julien, par exemple, en fait partie, mais je pense que ce ne sera jamais assez. Et donc, c'est à ceux aussi qui le ressentent, de plus se poser de questions, de prendre et d'y aller. Et en quoi c'est si important pour toi de faire entendre la voix des autres, notamment en entreprise, de parler de ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas entendu. Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que je pense qu'en entreprise, comme je disais, tout est très lissé. Personne n'ose parler des sujets qui vont être extrêmement clivants et l'entreprise, elle n'est pas hermétique à la société. Donc ça va être le sujet en effet du genre, des religions, des origines, de l'origine également sociale. Et on le voit forcément quand on se réveille le matin, on voit des infos ou le soir. On ne peut pas arriver en entreprise et dire je gomme finalement ce que j'ai vu, mes pensées, mes opinions et qu'importe, et j'arrive et je me mets dans un moule. On vient tous avec ça. Et peut-être parce que moi, je vois ce qu'il y a de l'autre côté. Et par exemple, je sais qu'on parlera des jeunes, et pour moi, c'est extrêmement important, parce que ces jeunes, quand ils vont se sentir exclus, je sais les dégâts que ça fait, déjà pour eux, mais les dégâts que ça va faire à la société. Et donc, c'est pour ça que je pense que, moi, personnellement, les entreprises, en fait, on a un rôle à jouer aussi pour la société de demain. Et plus des personnes se sentiront exclues, et malheureusement, elles ne pourront pas aussi se guérir toutes seules, et plus on va réveiller en eux peut-être un côté qui peut être finalement dangereux pour la société. Donc pour moi, c'est d'utilité publique, voire même humaniste. Ouais. Justement, en parlant des jeunes, c'est important pour toi, tu me disais, de recruter en fait des jeunes en début de carrière. Qu'est-ce qui, justement, dans la culture d'entreprise, rend cette inclusion-là fragile ? Il y en a deux, parce que déjà, je vais avoir un côté très scientifique dans la démarche, mais les jeunes de 20 ans à 26 ans vont connaître deux périodes, vont connaître ce qu'on appelle le temps de l'identité,
Donc c'est là où ils vont se façonner leurs valeurs, leurs opinions et aussi quelle place ils ont dans la société. Ça va être vraiment entre 20 et 26 ans. Et il y a aussi un autre temps dans leur cerveau qui va être le temps des bifurcations. Et donc c'est comment je vais finalement pouvoir créer mes valeurs, créer mes émotions et ma personnalité. Donc on parle beaucoup du 0-6 ans, mais le 20-26 pour une société est extrêmement importante. Et donc forcément quand ils arrivent, ces jeunes, donc en effet moi j'ai fait le choix avec tout ce que ça implique de former quelqu'un, donc quelqu'un qui ne va pas être tout de suite, il faut être honnête, compétent et performant pour la société, immédiatement, ce que je veux dire, j'ai fait moi ce choix de dire en tout cas, et Claranet pour le coup me l'a beaucoup permis, de recruter à chaque fois des jeunes. Par contre ce que ça pose, et on le voit avec les différences générationnelles, c'est que en effet ces jeunes quand ils arrivent, comme nous on a été jeunes, je suis pas non plus, j'ai la trentaine, donc je vais pas non plus faire trop l'ancienne pour le coup, et quand ils arrivent avec quelque chose qui nous dérange. Parce que ils viennent challenger, donc on le voit, que ça soit sur leur manière de parler, leur manière de voir le monde, de repenser, de re-challenger. Et donc moi je le vois avec des collègues qui vont être un peu plus âgés, le grand discours limite de dire ouais mais bon les jeunes, excusez-moi du terme, ouais c'est un peu des cons, ils pensent ce qu'ils pensent mais ils savent pas après la dureté de la vie ou autre. Et je dis souvent on a tous été ces jeunes, où nos parents nous ont réprimandés en disant non tu sais pas ce que c'est la vie ou autre. Et pourtant, heureusement qu'on a toujours une jeunesse qui s'exprime parce que c'est grâce à elle qu'on avance. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est importante pour l'entreprise. Parce qu'elle vient en fait adopter un changement qui ne va pas être brutal. Et c'est en recrutant ces jeunes et en s'apportant qu'ils viennent finalement permettre à l'entreprise de vivre dans son temps. Et on l'a vu, il y a eu beaucoup d'entreprises qui n'ont pas su durer dans le temps. Je pense aussi que l'inclusion des jeunes est un levier de performance pour durer dans le temps. Parce qu'on va avoir leur code, leur manière de penser, et ce sera les futurs leaders de demain. Donc encore heureux qu'on les considère et qu'on les respecte. Et d'ailleurs, pendant que tu dis ça, je pense à ce chiffre-là. Je crois que c'est d'ici 2030, 70% des actifs seront de la génération YZ. Et donc, l'entreprise n'aura pas le choix, en fait, que de pouvoir leur laisser de la place. Alors, on a un petit peu dans ton parcours parlé de la place de l'émotion. Ta sensibilité, tu dis souvent que l'émotion est une richesse, c'est pas une faiblesse. Comment toi, tu as appris à ne plus t'excuser d'être sensible ? Et quel rôle, en fait, joue l'émotion dans ta manière de travailler avec les clients, les partenaires ? Parce qu'il y a deux sujets. Alors, je m'en excuse plus, parce que je suis maintenant profondément convaincue qu'elle n'est que richesse. Donc, je vous donne un exemple. En effet, je vais gérer et des partenaires et parfois je vais voir des clients. Moi, en effet, je suis quelqu'un qui va être sensible. Dans la sensibilité, on va tout de suite penser quelqu'un qui peut pleurer facilement ou autre. Alors que la sensibilité, finalement, c'est n'être que dans l'empathie et de ressentir ce que les autres ressentent. Et donc, quand je vais aller voir un client, et là, donc, je prends le mantra de AWS du Customer Obsess, je vais être obsédée à comprendre ce dont il a besoin. Et ma sensibilité, elle me permet de comprendre ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Donc, c'est les silences, les tons, la posture, et c'est non-dit parfois. Et c'est sur ces sujets, parce qu'on est tous dans des postures. On parlait tout à l'heure de costume. Il y a des clients qui vont l'avoir au bout d'un moment. Mais quand on accepte cette sensibilité et qu'on accepte de travailler avec, je vais donc tenter de comprendre, reposer des questions, reformuler. Et donc finalement, je vais tenter de comprendre ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il veut être juste écouté ? Est-ce qu'il veut faire un appel à l'aide ? Est-ce qu'il va challenger ? Est-ce que lui-même, au sein de sa structure, est-ce qu'il est lui-même en fait en train d'être dans une posture parce qu'il a la pression ? Et c'est tous ces éléments qui, quand après on rentre, entre guillemets, qui nous permettent d'adapter une réponse. Et finalement, moi, je crois que c'est ça le business. Et pareil sur les partenaires. Donc, Claranet, on est partenaire à AWS. Et il faut être honnête, il y a des moments où c'est génial, parce qu'on a des wins, on a des projets communs, ça se passe super bien. Il y a d'autres moments, on a des intérêts divergents, des cultures différentes, et même des échecs. Et donc, cette sensibilité, moi, elle me permet de désamorcer des conflits, parce que quand les deux vont tenir, de dire, attendez, on va nier personne. Les deux, vous avez raison. Les deux, vous ressentez quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est pas de confronter, on va juste trouver une solution. Et moi, je le vois au quotidien, c'est ma sensibilité qui me le permet. C'est ta sensibilité. Parce que je veux unir et parce que je veux tenter d'apaiser. Et au final, pour être honnête, je pense que ça fonctionne parce que finalement, je considère les gens comme des êtres humains et pas juste des collaborateurs ou un partenaire ou autre. Est-ce que tu te sens seule dans ce positionnement-là, pour ainsi dire ? Combien d'autres personnes autour de toi dans ton entreprise acceptent d'avoir cette sensibilité, hommes ou femmes confondus ? C'est une bonne question. Elle n'était pas prévue, celle-là aussi. Exactement, c'était le joker. Mais c'est les meilleurs. C'est ça. Pour être totalement transparente, je pense qu'on est peu à le faire.
mais pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, il y a une question d'âge. Moi, je le vois, ne serait-ce que par exemple avec la génération d'avant, qui peut-être une génération qui, Je me même sens dans pas le visé monde, du tout. tu peux ne pas te sentir visé. Moi, je le vois avec mes parents, même sur l'apport du travail, de dire, bah, nous, à l'époque, l'entreprise, voilà, on se taisait, on disait pas ce qu'on pense. Donc, je peux comprendre que des collègues de plus de 50 ans vont pas être hyper à l'aise parce qu'ils ont été façonnés pendant 30 ans à ce qu'on leur dit, si tu t'exprimes ou si tu montres une sensibilité, tu seras écarté. Pareil pour une femme, moi, je le dis de manière très transparente, quand je vais, parce que j'ai un caractère qui fait que je vais dire les choses d'une certaine manière, quand c'est un collègue homme, j'ai l'impression qu'on dit, bah non, il est téméraire, il a du leadership. Quand c'est une femme, ouais, bon, bah, il pourrait nous faire une crise d'hystérie. Donc on va avoir des mots propres. Pareil, quand on vient d'un certain endroit, avec un lieu de résidence, moi je sais qu'on a déjà su me dire, une collègue qui va faire ce qu'elle va dire, on va dire, ah, elle est téméraire. On a pu, moi, déjà me dire, ah, il y a un petit côté racaille. Est-ce que c'est parce qu'on a vu, en fait, que mon lieu de résidence, quand je m'y suis, c'était le 93 Bah, donc c'est tout ça qui fait que finalement, on va être peu, en fait, à le dire, même si beaucoup vont dire que c'est très mainstream maintenant de le dire. Avec la culture woke, on a l'impression que maintenant, toutes ces personnes qui sont de minorité, elles peuvent parler. Alors, on leur donne des espaces pour parler, peut-être sur des tables rondes de 30 minutes, mais je vous le dis, sur la réalité du terrain, il y a encore des choses qui sont ancrées. Et c'est normal. Ouais. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut accepter la tolérance. Et quand je parle avec mes collègues ou d'autres personnes qui vont être des hommes, ou même des femmes, ou d'origine différente, en fait, moi, je libère la parole à dire, dites-moi ce que vous pensez réellement. Je veux pas de discours lissé. Et je ne serai pas blessée parce que je ne le prendrai pas personnellement. Mais qu'est-ce que vous pensez de certains quartiers? Qu'est-ce que vous pensez de certaines personnes d'origine? Dites-le moi. Parce qu'il faut qu'on se parle franchement. Et il faut que j'accepte aussi qu'ils ont été conditionnés, j'ai été conditionnée, donc chacun a ses biais. C'est juste de dire comment, ensemble, on fait en sorte que ça aille dans une direction qui respecte tout le monde. Et ça demande effectivement de mettre de la conscience dans ce qu'on est, soi-même, oui, et les biais qui nous habitent, pour aussi pouvoir projeter plus facilement, en fait, comprendre aussi les autres dans ce qu'ils sont, dans leur intégrité. Exactement. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. D'ailleurs, tu as commencé à en parler. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu le leader que vous aviez envie d'être quand vous aviez 25 ans? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui vous manque encore à oser, à dire, à incarner? C'était il y a longtemps, 25 ans. Pas pour moi. Générationnel, pour toi, c'est pas beaucoup. C'est un petit peu plus, mais bon, après, tu as dit plus de 50 ans, donc ça, je me suis pas senti visé du tout. Je suis un leader tout à fait différent du leader que j'aurais pu penser être quand j'avais 25 ans. À 25 ans, j'étais complètement centré sur la performance et la performance technique. L'exemplarité du geste. J'étais formé ingénieur en informatique. C'était vraiment la profondeur technique, les choses comme ça. Et donc, mon rôle en tant que leader était vraiment centré complètement sur ces attentes et cette performance technique. Maintenant, j'ai énormément de travail à faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment le point, c'est un chemin. C'est-à-dire, en fait, je sais que si je m'engage, je continuerai toujours à trouver des choses où je me dis, tiens, ça, en fait, on pourrait le faire. Et puis, ça, on pourrait le faire différemment. Ou ça, je devrais le faire différemment. Donc, je pense que j'ai beaucoup changé. Par contre, effectivement, énormément de travail sur l'intelligence émotionnelle. Et je pense que ça, c'est pas du tout. Et puis, alors, pour le coup, dans les écoles d'ingénieurs, l'intelligence émotionnelle, ça fait pas partie des... on n'en parle pas des masses. Alors qu'effectivement, c'est un cursus qui devrait vraiment être mis, particulièrement dans les études supérieures, de se dire... Non, en fait, comment on réagit j'ai appris sur les différentes cultures. J'ai eu la chance d'avoir un poste pan-européen. Et il y a des journées où je vais commencer le matin par parler à un collègue à Sydney, je vais finir le soir par parler à un collègue à Seattle en couvrant des collègues sur à peu près l'ensemble de la planète. C'est une richesse absolument géniale. Mais il faut aussi savoir s'adapter. Si j'arrive avec mon conditionnement français du Poitou, ça va pas marcher. Donc effectivement, ce travail sur être capable de s'adapter, tu parlais beaucoup d'empathie. Beaucoup de travail sur comment avoir de l'empathie, comment avoir de l'écoute, comment avoir ces éléments-là. Tous ces éléments-là, j'aurais jamais pensé à travailler là-dessus. Et parce que en France, pour beaucoup, on est ingénieur ou technicien, on a un rôle. Et en fait, on devient manager. Mais en fait, changer de poste et devenir manager, c'est un nouveau métier. Et donc, ce qui nous a rendu
extrêmement performant et ce qui nous a couronné de succès sur nos aptitudes techniques sur un poste de contributeur individuel, peut très rapidement, et c'est un des éléments que j'utilise beaucoup en mentoring, où je vois beaucoup de managers qui sont paumés quand ils deviennent managers, parce qu'en fait, leur système de valeur et leur système de récompense est absolument centré sur l'excellence technique et technologique ou le retour direct du client et leur impact. Et en fait, quand on devient manager, ce qui nous a rendu successful avant, c'est fort probablement ce qui va nous faire foirer. Et en fait, c'est un nouveau rôle, il faut l'apprendre. Et chez Amazon, pour le coup, j'aime bien cette idée-là. On n'est pas promu manager. C'est pas une promotion, c'est un changement de carrière. Donc on passe un entretien, on passe plein, parce que chez Amazon, on adore passer des entretiens. On passe plein d'entretiens, et du coup, on entre dans un nouveau poste. Et on a un ramp-up, comme si on arrivait dans l'entreprise. Et donc on apprend des nouvelles choses. Et vraiment le voir comme ça, en se disant, en fait, tu ne deviens pas leader parce que tu es bon dans ton job. Tu deviens leader parce que tu décides d'être leader. C'est un autre job. C'est d'autres compétences. Il va falloir travailler dessus. Il va falloir les acquérir. Ouais, ça a changé profondément ma manière de voir. Super. Et toi, Kaina, Est-ce qu'on pourrait reposer la question ? quel est le cheminement qui te reste encore à parcourir pour devenir en fait le leader que tu aurais voulu Et être? toi, le mois dernier, quand tu avais 25 ans. Ouais, c'est ça. Alors, je me suis donné une promesse. Alors déjà, faut être honnête, en effet, quand on est plus jeune, on a eu cette impression qu'être manager était une promotion. Et que donc, c'était un peu le Saint Graal. Déjà, en quelques temps, j'ai aussi compris que beaucoup de gens sont des leaders sans être des managers. Il y a des gens qui ont des pouvoirs d'influence, qui sont beaucoup plus forts pour l'entreprise ou même pour la société que des gens qui vont gérer factuellement 15 personnes. Et la promesse que je me suis donnée, parce qu'en effet, j'ai toujours une quête de justice, c'est déjà de ne jamais me flatter. Mais quand je dis de me flatter, ça pourrait faire fausse modestie, mais je pense qu'à partir du moment où je me dis « Ah je suis un bon leader », je pense que j'aurais perdu quelque chose en moi. Parce que ça voudrait dire que je veux me servir moi en premier. Donc, je veux être continuellement, et c'est pour ça que je prends des jeunes. Et c'est pour ça que je veux prendre des gens qui me sortiront toujours de cette zone d'inconfort de « t'as toujours à apprendre ». Et la deuxième chose qui est aussi importante c'est que ma quête de justice, je ne veux pas qu'elle en arrive à faire la dictature du bien. C'est-à-dire que j'ai ma vision de la justice. J'ai ma vision de comment je veux faire les choses, qui je pense est bonne, mais on a pu le voir dans le passé que toutes les personnes qui parfois ont fait certaines choses qui vont être horribles, l'ont fait en pensant que c'était le bien. Et je veux donc me garder ce combat de l'ego, de toujours faire attention à cette ligne-là. Et donc, exactement. Et donc de me dire, à partir du moment où chaque soir je rentre et que vraisemblablement personne m'a dit que je lui ai fait du mal, c'est que pour le moment ça va. C'est que ça va. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Exactement. Ne citez personne. Très Que bon les film. moins de 25 ans ne peuvent pas. Je le regardais aussi avec mes grandes sœurs. Alors merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Merci d'avoir témoigné. Merci pour votre sincérité, votre authenticité. En tout cas, je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, de cet échange, de cette table ronde, c'est que vous l'avez compris, en fait, la force du leadership inclusif ne réside pas dans des politiques qui sont affichées en entreprise, dans les programmes RH, mais c'est cette capacité, en fait, courageuse de tout un chacun d'écouter ce qu'on ne connaît pas, d'ouvrir la porte à ceux qui n'avaient pas la clé, tout simplement. Donc là, vous avez eu un homme, une femme, un homme qui assume pleinement ses privilèges d'homme blanc dans la tech et en fait une responsabilité. Et puis une femme, en fait, dont la construction repose sur cette soif de curiosité, ce besoin de justice et d'équité. Alors ils nous apprennent que la création d'environnements inclusifs dans nos entreprises repose sur 5 choses. Et je vous laisse avec ces 5 choses. Un leadership qui crée de l'espace pour les autres, une culture qui valorise la nuance et les fragilités, un climat d'écoute, une intelligence émotionnelle, et tout ça au service de plus grand que soi. Avant de partir, moi j'avais envie de vous laisser avec cette question qui est toute simple et puis qui pourra en tout cas vous permettre de prolonger un petit peu cette expérience. Demandez-vous si vous mettiez 5% de conscience dans votre manière d'agir en entreprise. Qu'est-ce que vous arrêterez de faire ou de dire pour laisser un peu plus de place à la différence ? Et si ce moment-là aujourd'hui a résonné pour vous, n'hésitez pas à prendre le temps, de pouvoir
réfléchir, vous poser certaines questions. C'est un cheminement intérieur. Et je pense qu'à partir de là, on pourra tous devenir des leaders, acteurs en tout cas de l'inclusion. Il nous reste quelques minutes encore, je pense. 2 ou 3 minutes. Je regarde. On est à 0 là. 30 secondes. On va se faire virer. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Merci à AWS pour Pensez son au feedback. engagement. Voilà. Important. Je l'ai dit ce matin, si vous avez eu après une autre, pensez à faire des... Si je vous vous demande avez de aimé, prendre ouais. vos téléphones, ce qui n'est pas bien quand on présente, mais s'il vous plaît, prenez votre téléphone et donnez du feedback. Scannez le QR code. Partagez-nous en tout cas vos ressentis si vous avez apprécié ce moment d'échange. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre la page du Women in Tech AWS Affinity Group pour continuer à voir justement ce qui est mis en place pour plus d'inclusion et plus de diversité.